Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la grève de 48 heures annoncée par la cinquantaine de coalitions syndicales est enclenchée. Ce matin, les fonctionnaires sont sur le pied de guerre pour exiger la prise en compte de leurs plateformes revendicatives. À Sidouaya, par exemple, c'est une salle de rédaction quasi vide. Seuls les stagiaires assurent un service minimum et c'est le même constat dans certains services publics. Les citoyens burkinabés iront-ils aux urnes pour les législatives? En tout cas, c'est un gros point d'interrogation. Selon des statistiques de la CENI, environ 300 centres d'enrôlement ne peuvent être opérationnalisés pour cause de l'insécurité. Un chiffre qui pourrait être lourd de conséquences sur les élections législatives. Le Kenya anéantit l'espoir de voir une candidature unique africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Il propose une deuxième candidate africaine pour diriger l'OMC après le départ de l'actuel directeur général. Voici donc pour les titres de 20 h. Bonsoir à tous. C'est bien une triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Gon Coulibaly est décédé cet après-midi même. Il a été pris d'un malaise durant le Conseil des ministres à Abidjan. Hospitalisé dans une clinique de la capitale économique, Gon Coulibaly ne s'est plus relevé. Suivons ensemble le récit de Benjamin Kwame. Ce sourire derrière ce cache-nez de Amadou Gon Coulibaly sera le dernier pour sa famille, ses proches, les membres du gouvernement et son parti politique, le RHDP. Ces images que voici datent seulement de ce matin, lors de son premier conseil des ministres après un long séjour médical en France. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly, qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Parole du président ivoirien Alassane Ouattara, lu par le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, qui salue également la loyauté de l'homme. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés en ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Le 2 mai, il avait été évacué en urgence à Paris, en pleine pandémie de Covid-19 pour des problèmes cardiaques. Pris en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il y avait effectué une coronarographie et s'y était fait poser un stent. Dispositif médical utilisé dans les artères, utilisé aussi un remplacement des valves cardiaques. Mais son séjour, qui devait initialement durer quelques semaines, s'était finalement prolongé en raison d'une seconde hospitalisation début juin. Âgé de 61 ans, Amadou Gon Coulibaly était le candidat du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix, le RHDP parti au pouvoir, à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il avait été adoubé en mars par Alassane Ouattara pour porter les couleurs de ce parti. Gon Coulibaly devait être formellement investi début août à Yamoussoukro, la capitale politique. Retour donc au Burkina Faso pour parler de la fronde sociale. Les fonctionnaires marquent un arrêt de travail de 48 heures débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire burkinabé. Les syndicats, avec à leur tête Bassolma Bazier, exigent la prise en compte de leur plateforme revendicative déclinée en 5 points. Et ce matin, à Ouagadougou, le mot d'ordre de grève est respecté avec un service minimum dans les différents services sillonnés ce matin par Judith Chimadi et par Constantin Sieda. Salle de rédaction des éditions Sidouaya, la journée d'aujourd'hui ne s'annonce pas comme les autres.
Les journalistes sont en grève, comme les autres agents de la fonction publique. Seuls présents à notre passage, des stagiaires et quelques responsables du quotidien. Ils sont là pour assurer un service minimum. La preuve, les reportages sont programmés et cette équipe s'apprête à aller déjà sur le terrain. Ici, au niveau de la direction de rédaction, comme vous avez pu le constater, il y a certains qui sont en train de travailler. D'autres, par contre, observent, en tout cas, le mot d'ordre de grève qui a été lancé. Nous sommes dans un service public et nous avons le devoir d'assurer le service minimum. Pour l'instant, en tout cas, le service minimum est assuré. Un certain nombre de reportages qui sont prévus, en tout cas, ont pu être couverts ce matin. Même constat au trésor public, les travailleurs observent visiblement un arrêt de travail, mais le service minimum semble être assuré. Simplement, moi, je suis venu au trésor, mais j'ai eu le positionnement de mes chèques. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Au niveau des caisses également, je constatais qu'il y avait des appels pour payer. Voilà. Au niveau des guichets de versement, ça se passe bien aussi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Je suis venu juste pour verser de l'argent. Mais le service m'a bien accueilli. Dès que j'ai tiré à la caisse, automatiquement on appelait parce qu'il n'y avait pas d'influence. Je n'ai même pas constaté qu'il y a une grève. Ce n'est pas le cas de Banao Aboubakar qui retourne bredouille sans ce pourquoi il est venu ce matin au trésor public. Je suis passé ce matin pour acheter des timbres, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Oh, pourtant, je sais que même si tu vas pratiquement là devant le palais, là, ils vont te dire que par exemple à 600 francs ou bien à 500 francs, donc on ne peut pas. Pourtant, ils avaient dit qu'il y avait service minimum. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Donc vraiment, c'est déplorable, quoi. Faut pas, bon, ça concerne tout le monde. Pourtant, quand c'est comme ça, ils pénalisent vraiment certaines personnes. Voilà. Pourtant, moi, je devrais déposer un dossier urgent. Voilà. La date limite, c'est demain. Comment il fait? Pas le choix. C'est obligé d'aller payer les 500 francs, mais combien de thèmes? 5 thèmes, 500, ça fait combien? Ou bien 300, ça fait combien? Double tarif. C'est pas intéressant. Depuis ce matin, les fonctionnaires sont sur le pied de guerre pour exiger la prise en compte de leur plateforme revendicative de 5 points dans l'UTS. Nous n'exigeons même pas, pour le moment qu'on annule l'UTS, qui est impacté sur le salaire. Ce que nous exigeons, c'est l'UTS qui est élargi aux primes et indemnités des travailleurs du privé, du parapublic et du public. C'est incompréhensible. La raison qu'ils ont avancée en disant que c'est pour effort de guerre, c'est pour permettre à l'État d'avoir de l'argent. Le comportement et toutes les révélations qui sont faites au quotidien par la presse indiquent que notre pays ne manque pas de ressources. C'est les mêmes députés de façon hypocrite qui sont sortis avec leur président en tête, disant que des sociétés minières doivent plus de dizaines de milliards dans notre pays. Ils font quoi pour les recouvrer? Est-ce que nous sommes dans des difficultés financières et on fait passer la gestion de l'Assemblée nationale de budget de 8 milliards à une vingtaine de milliards? Est-ce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de ressources et puis des ministres s'amusent avec les deniers publics? La preuve est qu'il y a certains qui commencent à être déposés à la Manco. Comment de les jeter? Mais comment on peut fermer les yeux sur tout ça et dire aux travailleurs qu'ils doivent être clochardisés? Un travailleur, c'est le représentant de l'État à tous les échelons de l'appareil administratif. Un ministre vient dire qu'il n'y a pas de texte qui doit permettre à des syndicats de discuter avec un gouvernement. Mais quand nous parlons de parachutage d'individus à des postes de responsabilité aussi, c'est ça. Nous prenons la Convention 98 qui porte sur les négociations collectives et le droit d'organisation, qui a été votée en 1949. Notre pays l'a voté, cette convention, l'a ratifiée le 16 avril 1962. Et des gens comme ça disent qu'ils vont faire des frappes stratégiques contre le mouvement syndical. Mais pour faire une frappe stratégique chirurgicale, il faut avoir les mains et les pieds propres. Ce n'est pas une question d'aller s'asseoir, manger au hasard, grossir et parler au hasard. La coalition syndicale exige par ailleurs l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales et celui du pillage des ressources nationales, la garantie du droit à la sécurité des populations et le respect et la mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs. Des fosses communes découvertes à Djibo. Elles contiennent 3 à 20 corps selon Human Rights Watch. Si l'on en croit les données de l'organisation, il y aurait en tout 180 corps abandonnés entre novembre 2019 et juin 2020 dans un rayon de 5 km aux alentours de Djibo. L'Organisation internationale de défense des droits humains dénonce des exécutions sommaires et appelle les autorités du Burkina à faire la lumière sur ces
exactions des forces de défense et de sécurité. Les États-Unis n'ont pas attendu trop longtemps pour réagir. Le secrétaire d'État américain adjoint en charge des questions africaines exige une action rapide des autorités burkinabées. L'aide américaine pour la sécurité ne peut continuer sans une action des autorités contre les abus. La coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis est l'une des plus excellentes avec la perspective de la mise en œuvre du nouveau compact MCC que le conseil d'administration du MCA a approuvé il y a quelques jours. Cela représente une aide de 250 millions de francs CFA à investir sur 5 ans. Poursuivons donc cette édition. Les députés ne pourront aller aux élections qu'en 2021. C'est ce qui ressort dans un rapport de mission parlementaire présenté à huis clos le 6 juillet dernier. Ces députés verront leur mandat prolongé d'une année à cause de la situation sécuritaire. Cette proposition de report des élections législatives s'appuie sur l'article 81 de la Constitution. Une image qui en dit long sur les difficultés d'enrôler tous les Burkinabés et dans toutes les localités sans exclusivité. C'est un hélico qui amène des équipes d'enrôlement dans des zones rouges qui nécessitent des opérations spéciales de sécurisation. Il ressort des statistiques de la CENI qu'environ 300 centres d'enrôlement ne peuvent être opérationnalisés du fait de l'insécurité, un chiffre qui pourrait être lourd de conséquences sur les élections législatives. 52 sièges de députés seraient affectés par cette situation. Les candidats ne pourraient battre campagne dans leurs localités respectives et qu'un forcing pour tenir les élections dans ces conditions risque d'entacher la crédibilité du scrutin. Conséquence, 52 sièges de députés risquent de ne pas être pourvus si les législatives devraient se tenir effectivement le 22 novembre prochain. Un rapport sur la situation a été présenté hier au cours d'une plénière tenue à huis clos. Comme solution, les députés proposent un report des législatives d'une année, le temps de réunir les conditions de paix et de sécurité pour la tenue des législatives. Une proposition qui va à contre-courant des exigences de l'opposition exprimées dans le cadre du dialogue politique, à savoir la tenue à bonne date des élections présidentielles et législatives couplées. Qu'à cela ne tienne, la proposition semble faire l'unanimité au sein de l'hémicycle, mais aussi au niveau des populations locales qui se montrent plus préoccupées par l'urgence de paix et de sécurité que par les votes. Si l'exécutif devrait suivre les parlementaires dans leurs propositions, il faudra alors proroger le mandat des députés d'une année. On pourrait alors envisager les élections couplées législatives et municipales en novembre 2021. En rappel, l'article 81 de la Constitution précise que la durée du mandat est de 5 ans pour les députés, mais en cas de force majeure ou de nécessité exprimée par le gouvernement et reconnue par le Parlement à la majorité absolue des voix des membres composant le Parlement, la durée de la législature peut être prorogée jusqu'à la validation du mandat des députés ou des sénateurs de la nouvelle législature. Cette prorogation ne saurait dépasser une durée d'une année. La présente modification s'applique donc à la législature en cours. Ce soir, donc, le président de l'Assemblée nationale, accompagné des présidents des 6 groupes parlementaires, était à Kosiam. Le groupe de députés est venu remettre le rapport de l'Assemblée nationale. Un rapport produit des suites de la tournée des députés dans des provinces frappées par l'insécurité. Dans le document, il est question des recommandations tel le rapport des élections et aussi un appel bientôt à un pardon national. On écoute Alassane Bala Sakandé à sa sortie au micro de Gilles Dasda et de Constantin Sieda. Nous avons demandé que, en fonction de ce que nous avons sur notre constitution du Burkina Faso, que nous puissions pouvoir reporter les élections législatives et maintenir les élections présidentielles
Tout simplement parce que, en maintenant les élections présidentielles, nous ne voulons pas tomber non seulement dans un vide institutionnel juridique, mais dans un terrorisme institutionnel également. Mais en ce qui concerne les législatives, nous avons écouté, parce que lorsque nous sommes partis dans chaque région, nous avons écouté tous les maires des régions. Et pour faire équilibrer, chaque maire devait se faire accompagner par un conseiller de la majorité et de l'opposition. Nous avons discuté avec les religieux, les chrétiens et les musulmans. Nous avons discuté avec les coutumiers, les conseils régionaux de jeunesse, les coordinations régionales de femmes, les conseillers régionaux, dans certains endroits, une partie de la société civile. Donc pour nous, c'était un échantillon représentatif de ces populations-là. Ces élus locaux, ces populations se sont ouvertes à nous. Parce que nous avons estimé que rester à Ouagadougou, voter des lois, rester dans nos fauteuils ou, je vais dire, dans nos bureaux feutrés, ne nous donne pas le pouls de la situation au niveau des régions, au niveau des provinces, au niveau des communes. Dans certaines régions, des conseillers ont dû, pour 50 ou 60 km, ont dû faire près de 300 km parce qu'il fallait quitter le Burkina, aller dans un pays voisin pour pouvoir revenir au chef-lieu de la région. Dans certaines régions ou dans certaines provinces, il est quasi impossible aujourd'hui d'y mettre les pieds. Les populations nous ont dit, on peut venir dans une province enrôlée par hélico, mais est-ce que les électeurs vont aller voter par hélico? Dans une province où il y a 2 communes seulement qui ont été enrôlées, quelle peut être la représentativité d'un député élu par 2 communes sur 26 ou 30 communes? Est-ce que également, en partant à l'élection, et que des partis, des provinces ne soient pas représentés à l'hémicycle, quelle légitimité aura cette Assemblée? Et est-ce que notre Constitution prévoit des élections partielles? Et en ce moment, c'est de l'exclusion. Et l'exclusion, c'est ne pas permettre à certaines populations de certaines provinces d'avoir droit à des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. La présidentielle, la circonscription est nationale. Les législatives, la circonscription est provinciale. Et nous avons recommandé au gouvernement, en reportant ces élections d'au plus une année, ce qui est prévu par la Constitution, notre recommandation également, c'est de prendre les dispositions pour qu'il y ait, on entame la réconciliation dès le premier trimestre de l'année 2021. Pour le président qui sera élu, il aura obligation, puisque l'Assemblée sera toujours là, de faire en sorte qu'avec la classe politique et le président nouvellement élu, que nous puissions entamer ce processus de réconciliation pour permettre à ceux qui sont dehors, à ceux qui ont commis des fautes, à ceux qui ont été touchés, qu'on puisse se pardonner, qu'on puisse revoir et prendre des engagements. Et cela permettra, après cette réconciliation, que tout le monde puisse prendre part aux élections législatives et municipales qui seront décalées jusqu'à fin d'année 2021. Donc voilà, grosso modo, ce que l'ensemble des députés a eu à faire. C'est quelques-unes, parce qu'il y a 19 recommandations au moins. Donc il n'est pas question, comme certaines personnes le disent, d'aller vers un lenga. Le meilleur lenga, c'est avoir les 5 ans. Le meilleur lenga, c'est qu'on organise les élections maintenant et que chacun puisse être sûr d'un mandat de 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir avec un lenga? Je vais dire que, et si c'est un lenga, c'est peut-être un camp qui peut demander en défaveur d'un autre camp. Ici, c'est l'ensemble des groupes parlementaires politiques de l'Assemblée nationale qui sont là. C'est ensemble que nous avons décidé
d'adopter cette recommandation pour le bonheur de nos populations, pour la sécurité de nos populations. D'aucuns disent que nous avons déjà adopté, nous n'avons rien adopté. Il appartiendra au président du Faso d'échanger avec qui de droit et de pouvoir nous revenir. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Retour à l'Assemblée nationale où les réflexions menées par les autorités compétentes aboutissent à un projet de loi soumis à l'Assemblée nationale. Une loi portant statut du cadre de la police nationale. La présente loi a pour but de rétablir l'équité au sein de ce corps paramilitaire. Ainsi, tous les 14 députés présents à la plénière de cette matinée à Ouagadougou ont voté à l'unanimité. Le compte-rendu de Ahmed Nanema. À présent, je passe au voie l'ensemble du projet de loi objet du dossier numéro 31. Contre. Abstention. Pour. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. À l'unanimité, la représentation nationale vient de voter le projet de loi numéro 027-2018 portant statut du cadre de la police nationale. L'adoption de ce projet de loi vise à restaurer l'équité au sein des corps de la police et réparer une injustice matérialisée par un meilleur traitement des assistants par rapport aux officiers pourtant plus gradés. La présente loi vient corriger les écueils des textes de 2010 portant statut du personnel de la police nationale. C'est une loi qu'on a votée en 2010, mais après la mise en œuvre de la loi, on a trouvé qu'il y avait des problèmes au niveau de la mise en œuvre qui a amené à ce qu'on modifie parce que les officiers et les assistants, il y a un problème entre eux. Lorsque tu es admis pour aller à l'école, tu reviens, tu ne peux même plus gagner ce que ton collègue qui n'est même pas admis à l'école a. Donc ça amène des problèmes au niveau de la police. De plus, cette nouvelle loi va mettre fin à une incongruité qui existait entre membres d'une même promotion. Les officiers de la même promotion qui sont rentrés à l'école le même jour, ils ont évolué de la même façon, se retrouvent rémunérés de façon différente, parfois avec des écarts très importants. Et d'autre part, leur carrière est affectée par donc cette loi de la loi 045. Donc ça apporte beaucoup de sérénité. C'est vrai, ce n'est pas tous les officiers. Si c'était tous les officiers, ce serait autre chose. C'est une partie des officiers. Pour Abdoulaye Ouedraogo, cette loi qui ramène l'équité au sein de la police nationale est une véritable aubaine. Donc ça va nous arranger. Et si la police, ça va, ça veut dire que la sécurité aussi peut aller. L'effet de la loi portant statut du cadre de la police nationale est immédiat, ce qui permet aux officiers concernés de bénéficier d'une régularisation de leur situation. Autre point dans cette édition, hier mardi, Léandre Bassolé était dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le Haut Conseil pour la réconciliation nationale échange avec les premiers responsables de la CCIBF sur les enjeux de la cohésion nationale. Les échanges ont également porté sur le dossier des entreprises frappées de plein fouet lors de l'insurrection populaire de 2014. Le point de cette rencontre avec Judith Chimadi et Constantin Sieda. Dans sa quête de la cohésion nationale, le Ashkroun échange avec des acteurs des différentes composantes de la société burkinabé. Pour ce faire, Léandre Bassolé et son équipe sont dans les locaux de la CCIBF. Ils sont venus porter un message, celui de la nécessité de la réconciliation entre les fils et filles du Burkina Faso. La bonne nouvelle, c'est que nous avons fait effectivement le tour d'un certain nombre de questions avec lui et ses collaborateurs, en passant bien évidemment par, comme vous le savez, les dossiers que nous détenons au Ashkroun et qui concernent le monde économique. Nous avons pleinement conscience que
si l'économie, le monde économique, s'il n'est pas à même d'insuffler toute sa part de contribution au développement d'un pays, alors ce pays-là a certainement un gros problème. Et donc, c'est avec cet esprit et cette conscience-là que nous travaillons sur les dossiers qui nous sont confiés dans ce domaine. Parmi les dossiers passés en revue demeure celui des entreprises touchées lors de l'insurrection populaire de 2014. Sur le dossier particulier qui concerne donc le secteur privé qui est en étude chez eux et que donc bientôt je crois que nous allons nous retrouver pour rentrer donc dans les détails de ce dossier-là qui concerne des centaines d'entreprises qui ont été saccagées et endommagées lors de l'insurrection et qui depuis 2014 le dossier est pendant. Nous osons espérer que d'ici là, avec les bonnes nouvelles que nous venons de recevoir, c'est des choses qui auront en tout cas l'issue des solutions. Cette rencontre entre dans le cadre d'une tournée d'échange initiée par le HCROUN pour mieux faire connaître ses actions. La tournée ambitionne recadrer les débats autour de la réconciliation nationale avec les différents acteurs. Cap à présent au Nigeria où le Sénat adopte un projet de loi sur la prévention du harcèlement sexuel en milieu universitaire. Le texte propose que tout membre du personnel enseignant reconnu coupable d'avoir eu une relation sexuelle avec une étudiante à qui il donne coup pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison. Le projet de loi interdit également aux enseignants de faire des avances sexuelles aux étudiants. Le projet de loi contre le harcèlement sexuel a été initialement présenté en 2016, mais n'a pas été adopté par les deux chambres du Parlement. Il a été réintroduit à la suite d'un documentaire à BBC Afrique qui a provoqué l'indignation face au harcèlement sexuel au Nigeria et au Ghana. En Mauritanie, la Banque centrale est secouée par un détournement à la caisse de 90 000 euros et 400 000 dollars sur une période plus ou moins longue. La caissière présumée responsable de la fraude a été arrêtée et l'on ignore si elle agissait seule ou avec des complicités en interne. Plusieurs employés, dont des contrôleurs de la banque, ont été entendus. Cette affaire, qui fait l'objet d'une enquête minutieuse, devrait hâter la BCM vers une mutation profonde de ses structures de collecte et de contrôle, en ayant recours à des outils de gestion plus performants et moins tentants que la manipulation de cash. Passons à présent en revue les quotidiens africains qui abordent à la une la composition du gouvernement Castex en couleur de l'Afrique. Revue de presse signée Drissa Traoré. À la une, les couleurs africaines du gouvernement Castex titre Wakatsera. 31 ministres, dont Elisabeth Moreno, une franco-capverdienne de 49 ans. Elle est ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Elisabeth Moreno apportera sans doute le charme et la chaleur de Tarafal, celui de Satango au Cap-Vert, s'exclame le site d'information burkinabé. Le Point Afrique nous brosse le portrait de cette femme d'affaires. Elisabeth Moreno voit sa vie bouleversée quand, en 1977, sa famille émigre en France pour trouver une structure hospitalière afin qu'elle soit soignée, une de ses soeurs gravement blessée dans un accident domestique. Après des études de droit des affaires, elle embrasse une longue carrière dans le bâtiment, puis dans les techs comme chez France Télécom Orange. Ajoutant une corde à son arc, celle de la magistrature, elle se retrouve poursuit le Point Afrique, juge consulaire bénévole au tribunal de commerce de Bobigny. Une autre figure qui a des liens de sang avec le continent africain, le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Moussa Darmanin. L'expression d'Alger affiche en titre qu'il est de grand-père algérien. Le journal révèle en effet qu'il est de mère algérienne. Son grand-père maternel Moussa Ouakit a été un tirailleur algérien en 1944-1945. Son grand-père partenaire est un juif maltais, note l'expression. Un autre ministre ayant un lien avec l'Afrique, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Il ne s'agit pas de liens de sang cette fois, mais de liens d'affaires.
Ainsi, aujourd'hui, Ofaso souligne dans ses colonnes que le célèbre pénaliste a défendu Moïse Katumbi, l'opposant congolais pendant sa traversée du désert. Il a mis sa verve et son verbe au service de Maurice Kamto, le challenger du président camerounais. Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko, poursuivi pour détention illégale d'armes, avait aussi à ses côtés Dupont-Moretti. Le ténor du barreau de Paris est également l'avocat du roi du Maroc, Mohamed VI. Mais le journal de se demander, désormais ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti pourra-t-il continuer via son cabinet à être aux côtés des Africains dans les travées des palais de justice? Non, sans doute, répond aujourd'hui Ofaso. Un autre expert dans son domaine qui a failli entrer au nouveau gouvernement, le franco-ivoirien Tidjane Thiam. En effet, relève Jeune Afrique, Tidjane Thiam n'est pas ministre, mais il a bien été approché par le chef de l'État Emmanuel Macron. Selon nos informations, poursuit Jeune Afrique, Emmanuel Macron a proposé à Thiam le poste de ministre de l'économie et des finances, finalement conservé par son titulaire Bruno Le Maire. D'ailleurs, on revient à Wakat Serra qui estime en effet que peut-être l'avenir politique de l'ancien directeur général du Crédit Suisse et ancien ministre ivoirien du Plan et du Développement se trouve sur le bord de la lagune ébriée, où certains le verraient bien dans la peau d'un présidentiable. Pour clore donc cette édition, sachez que le Kenya propose une deuxième candidate africaine pour diriger l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit de la candidature d'Amina Mohamed qui s'oppose à celle de la Nigériane Ngozi Okonjo, une situation qui risque de fracturer le bloc africain à l'OMC. L'actuel directeur général a par ailleurs annoncé son retrait au sein de l'organisation le 31 août prochain. Amina Mohamed est une avocate de formation, diplomate de carrière, ancienne ministre de l'Éducation et actuelle ministre des Sports et de l'Héritage culturel sous le président Uhuru Kenyatta. La nouvelle a été confirmée ce mercredi par un communiqué de l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, c'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.